Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Elisabeth Lévy. Suite aux manifestations qui secouent l'Iran depuis la mort de Mahsa Amini, c'était le 16 septembre dernier, le procureur général iranien avait déclaré la fin de la police des mœurs le mois dernier. Mais hier, la police iranienne aurait relancé sa campagne de surveillance du port du hijab, y compris dans les voitures. Faut-il craindre un durcissement du régime iranien? Et pour le moment, vous êtes 86% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Emmanuel Razavi, grand reporter spécialiste du Moyen-Orient. Vous avez écrit 2 tribunes ces derniers jours. Une dans Franc-Tireur intitulée « Iran, la faillite des tyrans » et une seconde sur Atlantico intitulée « Répression en Iran, la diplomatie française en pleine erreur de stratégie ». Bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile, bonsoir Emmanuel, bonsoir. Bienvenue et tout. Et bonne année. Quelle joie de commencer l'année avec vous. Un sujet, Philippe Bilger, l'Iran, c'est vrai que peu de gens en parlent. Nous on en parle assez souvent et souvent grâce à Françoise Degois. C'est un sujet important et il ne faut pas lâcher l'affaire. Bien, non seulement il ne faut pas lâcher l'affaire, et par moments, j'éprouve un sentiment d'irréalité un petit peu lorsqu'on parle des débats français et à côté des vraies tragédies iraniennes et dans d'autres pays également. Mais je me souviens, Cécile, qu'avec mon optimisme rare, j'avais dit, tiens, le procureur général a levé dorénavant. Et en fait, on m'avait répondu, mais vous plaisantez, c'est faux. Et de fait, c'est un mensonge au second degré, puisqu'on constate que tout cela est faux. C'est non seulement un régime qui me paraît assassin, et en même temps, il ment. C'est pas incompatible, mais c'est tout de même extravagant. Et je fais, comment dirais-je, plus que jamais preuve d'une admiration totale pour ce peuple en ayant conscience de la dureté de son combat. Parce que ce pouvoir est tellement meurtrier qu'il ne lâchera pas rapidement lui non plus. C'est étonnant, je rebondis sur ce que dit Philippe Bilger, Françoise Degois, parce qu'on disait que le régime était peut-être en train de plier, vous vous souvenez? Moi je pense quand même que malgré tout, je ne sais pas ce qu'en pense Emmanuel, il est plus spécialiste que moi, mais tout ce que je lis, tous les papiers dans le monde d'ailleurs, dans tous les journaux, parce qu'on commence, c'est vrai que nous, alors vive Sud Radio, parce qu'on en parle tout le temps, à chaque fois je vous propose ce coup de cœur, à chaque fois tout le monde dit oui c'est super, mais c'est vrai que la presse écrite est peut-être plus engagée. Je pense quand même que ce régime est impitoyable, il est d'une férocité extrême, mais on ne lâche pas. Je regardais les images et ça vous a touché, Manel, d'abord parce que j'adore et les échecs et j'adore l'Iran, et cette championne au championnat du monde d'échecs au Kazakhstan qui enlève son hijab pour jouer, c'est une émotion, voilà, on a une puissance, elle est extrêmement concentrée sur son jeu, elle est très belle parce qu'en plus les Iraniens sont souvent très beaux, et elle joue, et voilà. Donc moi je crois quand même que derrière la répression, la férocité, le caractère implacable de la répression, je pense quand même que ce régime ne pourra plus faire comme si de rien n'était. Je pense que plus rien ne sera jamais pareil en Iran, mais j'ai peut-être trop d'espoir. Alors, sur la partie espérance, je vais attendre qu'Emmanuel nous en donne peut-être, parce qu'il est mieux informé. Moi je suis... D'abord, j'ai été très rassuré la dernière fois que j'étais ici et que vous étiez là, cher Emmanuel, parce que ma question était, qu'est-ce qui se passe dans les campagnes, en fait? Est-ce que c'est, comme on le voit parfois, une révolte des villes, une révolte des classes éduquées? Et vous m'avez dit que non, c'était très répandu. Et moi, je voudrais quand même dire, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est le courage. Et je n'aime pas du tout... Il y a des gens ici qui se disent courageux. Ici, on prend quand même guère de risques. C'est vrai, si vous voulez. Et c'est là que nous pouvons... voir à quel point, malgré toutes les critiques que nous pouvons faire sur notre société, à quel point nous jouissons d'une merveilleuse liberté de nous exprimer, de nous habiller comme bon nous semble, de nous disputer comme bon nous semble, et à quel point nous en avons perdu l'habitude. Et j'ai du mal à imaginer ce que c'est de faire usage de cette liberté quand vous risquez votre vie, parce qu'on n'en a qu'une. Et là, je dois dire, je dis chapeau bas, si je peux employer cette expression... Pardon, ce mot valise, Philippe. Pardon. Je suis contente aussi parce qu'on n'oublie jamais de dire... Parce que moi, je n'aime pas quand on dit c'est la révolution des femmes iraniennes. C'est vrai que ce sont les femmes, c'est les hommes qui appuient, bien sûr. Symbole, mais c'est une révolution portée par les... qui est vraiment portée par tout le monde. Et, magnifique. Oui, on ne peut qu'espérer...
si vous voulez, que ça va aboutir. Maintenant, c'est à vous de nous en... Emmanuel Razavi. Emmanuel, vous nous entendez? Est-ce que le pouvoir vacille, Emmanuel? Alors, je vous entends extrêmement bien. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, là, on vous très entend bien, bien. parfaitement bien. Alors, c'était en fait l'objet de l'enquête que j'ai publiée effectivement dans Franc-Tireur il y a une dizaine de jours. C'est qu'effectivement, le pouvoir est d'autant plus féroce en fait qu'il est en train de sentir qu'il vacille. La peur a changé de camp. C'est une réalité. Les informations en fait que l'on peut avoir depuis l'intérieur de l'Iran nous montrent bien en fait que ce soit du côté en fait de la vieille garde des Pasdaran comme du côté des gardiens de la Révolution, vous savez, qui tiennent donc tout l'arsenal, je dirais, sécuritaire en fait du régime. Hein, c'est le bras armé du régime. Que du côté des mollahs aujourd'hui, il y a la peur. Ils ont compris une chose, c'est que ce mouvement de contestation que les Iraniens appellent une révolution. Encore une fois, j'insiste là-dessus, parce que les Iraniens disent bien qu'ils sont en train de faire une nouvelle révolution. Les mollahs ont compris qu'ils ne l'arrêteraient pas. Donc c'est un mouvement, comme l'a rappelé Elisabeth, qui aujourd'hui s'étend à l'ensemble de l'Iran, qui touche autant les villes que les campagnes. Donc c'est effectivement pas un mouvement en fait qui touche une certaine catégorie de la société. Et ce mouvement aujourd'hui, il est parti pour s'installer durablement. Face à cela, le régime des mollahs, qui a bien compris qu'il n'avait pas d'autre choix, soit de partir, mais pour aller où, soit effectivement d'intensifier la répression, donc a choisi la deuxième solution. Et en effet, Philippe, comme vous le rappeliez, effectivement, on retourne à un durcissement en fait des contrôles, notamment en fait sur le voile dans la rue. Vous savez que des conducteurs qui transportent par exemple des femmes qui sont dévoilées, lorsqu'ils sont repérés, reçoivent un SMS sur leur téléphone de mise en garde pour leur rappeler qu'il faut que leurs passagères se voilent. Voilà. C'est le programme Nazer 1. Il y a même, ça veut dire surveillance. C'est le programme exactement de surveillance. Alors ça, je dirais que c'est la partie un petit peu basse, si vous voulez, de la répression. La réalité, c'est que les informations là que j'ai, notamment aujourd'hui depuis l'Iran, sont quand même très alarmantes parce que il y a de nombreuses arrestations. Les arrestations s'intensifient. On rentre dans les maisons, on arrête des gens, on arrête parfois en fait des familles ou l'entourage d'une personne de façon à ce que personne ne puisse signaler qu'il y a eu des arrestations. Vous voyez, donc on est rentré dans quelque chose d'extrêmement dur. Ça ne va pas s'arrêter, mais c'est le signe de la fragilité aujourd'hui du régime qui n'a pas d'autre moyen que la répression violente. Évidemment, pour se maintenir. Mais pardon, Emmanuel, mais est-ce que, au-delà des protestations, est-ce qu'il y a une opposition qui se structure? Est-ce qu'il y a une alternative politique? Parce qu'il ne suffit pas, si vous voulez, de manifester et de protester. Est-ce qu'il y a une alternative politique qui est en train de se... Parce que dans une révolution, il y a un projet révolutionnaire, en réalité. Donc est-ce que ça existe, en fait? Est-ce que c'est en train de se mettre en place, de se structurer? Et vous avez raison de poser la question, parce que évidemment, c'est la question qui a été posée depuis 3 mois et demi. Oui, il y a même des oppositions qui sont en train de se structurer. Le 1er janvier, un certain nombre en fait de représentants des oppositions iraniennes ont publié sur leur compte Twitter, sur leur Instagram, en fait, des communiqués pour dire non seulement, évidemment, qu'ils incarnaient l'opposition, mais qu'en plus, de toute façon, ils avançaient dans le sens d'une union. Et c'est important, il y a une union aujourd'hui des oppositions qui est en train de se dessiner. Ces oppositions se parlent. Alors, très intéressant d'ailleurs, parce que cette révolution qui se joue en Iran aujourd'hui, on voit évidemment des personnalités. Alors, il y a les gens de l'intérieur, évidemment. Il y a aussi l'opposition, la résistance de l'extérieur. On voit des personnalités comme le prince Reza Pahlavi, qui est aux États-Unis. On voit des gens comme la journaliste activiste Masih Alinejad, qui est aussi extrêmement active. Et c'est jointe à, à ses opposants à l'occasion en fait de ce communiqué qui a été diffusé il y a 48 heures. Se sont jointes des artistes, et on avait notamment en fait l'actrice Golshifteh Farahani. Donc c'est bien le signal, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'insiste sur un point aussi, Elisabeth, qui est important, c'est que ces oppositions en fait qui sont à l'extérieur, elles communiquent avec l'intérieur du pays. Contrairement parfois à ce qui a pu être raconté ou ce qui peut être dit par le régime. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une structuration, si vous voulez, de ces oppositions qui sont, je dois le dire, moi, puisque je discute beaucoup avec les uns et les autres, dans le cadre de mes enquêtes et de mes reportages, qui sont quand même extrêmement intelligentes. Et raisonnables, raisonnables. Raisonnables aussi, qui incarnent la promesse, je pense, d'un avenir, qui sont compétentes surtout. C'est-à-dire que ce soit les monarchistes ou que ce soit des gens que l'on pourrait qualifier de républicains selon nos schémas français, de droite ou de gauche, peu importe, ce sont des gens effectivement qui sont raisonnables et qui ont des vrais projets politiques pour l'après-régime des mollahs, pour autant évidemment que le régime
tombe. Et Philippe Bilger. Emmanuel, que faut-il penser de cette faillite dont je ne surestime pas l'importance, qui, lorsqu'on parle du futur politique, dit « mais on trouverait aisément le nouveau gouvernement, il est en prison ». Alors oui, vous avez raison, c'est vrai, parce que notamment Massia Alinejad a dit cela il y a quelques semaines. Elle faisait allusion notamment au nombre très important d'intellectuels qui sont enfermés à la prison d'Evin. Vous savez, cette prison de sinistre réputation, qui est au nord de Téhéran. Et effectivement, vous avez énormément d'intellectuels, énormément d'artistes, énormément en fait de médecins, en fait énormément de gens qui incarnent les forces vives iraniennes qui sont enfermés là. Pour autant, toutes les forces vives et tous les intellectuels iraniens ne sont pas en prison. Il y en a qui, parmi les activistes, qui s'activent, c'est le cas de le dire, beaucoup, qui sont en lien avec ces mouvements d'opposition. Donc encore une fois, oui, il se passe quelque chose, et oui, de toute façon, comment dire, tous ces gens-là, moi c'est ce que je dis souvent aujourd'hui, c'est que ces gens-là incarnent une promesse, si vous voulez, d'un avenir, d'un bel avenir en fait pour l'Iran, parce que ce sont des gens qui sont extrêmement bien, je dirais, qui sont extrêmement bien capés en fait intellectuellement. Il y a une chose, si vous permettez Philippe, que je voudrais dire, c'est que j'ai l'impression que parfois on analyse en fait ce qui se passe en Iran, si vous voulez, à l'aune de ce qui s'est passé lors des printemps arabes. Et c'est pas du tout le cas, c'est une erreur d'analyser la situation en Iran ainsi. Tout simplement, d'abord d'une, parce que l'Iran n'est pas un pays arabe, c'est un autre logiciel. Voilà. Et puis la deuxième chose, qui me paraît extrêmement importante, c'est que ces Iraniens qui manifestent aujourd'hui, ils manifestent pour abattre l'islam politique. Il ne faut pas oublier que les mollahs, l'ayatollah Khomeini, il a appartenu à un groupuscule qui s'appelait les Fedaïn et Islam, qui était la branche iranienne, c'est très peu connu en France, et pourtant ça a bien existé, c'est la branche iranienne de l'organisation islamiste des frères musulmans. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, ces jeunes, ils veulent se débarrasser totalement de ces islamistes au pouvoir. Quand je dis totalement, je ne dis pas par hasard, c'est qu'on se plaît à penser dans certains cercles qu'il faudrait discuter avec les mollahs réformistes. Non, non, non. Les Iraniens, dans leur majorité, ne veulent plus entendre parler des mollahs conservateurs ou réformateurs. Oui, Emmanuel, juste une question. La communauté internationale, le rôle qu'elle joue aujourd'hui, est-ce que finalement, elle est dans l'incapacité de trouver des solutions et on la sent assez molle quand même? Écoutez, alors je crois qu'il y a des raisons à ça. Il y a une raison notamment, et ça ramène à la question d'Elisabeth tout à l'heure, c'est que je pense que la communauté internationale, vous savez, la nature a horreur du vide. Et la communauté internationale avait du mal à identifier finalement qui incarnait cette opposition. C'est pour ça que ces communiqués qui ont été passés il y a 2 jours par plusieurs groupes d'opposition sont très importants, parce que maintenant on peut identifier concrètement qui en fait partie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a quand même des choses qui se mettent en place. Je leur rappelais la dernière fois que je suis passé chez vous, Emmanuel Macron a reçu quand même Massia Alinejad, qui est quand même une des grandes figures aujourd'hui de l'opposition iranienne. On entend de plus en plus Reza Pahlavi, le prince Reza Pahlavi, donc qui est le chef de file des monarchistes constitutionnalistes, aussi s'exprimer. Bruno Retailleau et Gérard Larcher ont reçu au Sénat l'ex-impératrice Farah Pahlavi il y a quelques semaines. Donc, si vous voulez, quand même, peu à peu, il y a des choses qui se mettent en place. Après, si vous voulez, il y a un problème de grille d'analyse. Il faut, ce que je disais tout à l'heure, qui est très important, c'est pour ça que je me permets de le répéter, il ne faut pas analyser ce qui se passe, cette révolution qui se joue en Iran, comme on a pu analyser les printemps arabes. Et puis, je crois que, en plus, il faut d'autant moins le faire que ça nous paralyse, c'est-à-dire que ça paralyse la communauté internationale qui a peur de répéter les erreurs d'il y a une dizaine d'années, en fait, au Proche-Orient. Là, c'est différent. On a des jeunes qui manifestent aujourd'hui, qui sont en demande d'Occident, qui sont en demande de soutien de l'Occident, pas moi qui le dis, ce sont eux qui le disent dans les interviews que je peux réaliser ou que mes confrères ou consoeurs réalisent aussi. Ils demandent le soutien aujourd'hui de la France, des États-Unis. La France, elle a un rôle très important. Ah bah alors quel soutien? Ça peut passer par, ça peut prendre différentes formes, mais par exemple sur les sanctions, si vous voulez sanctionner aujourd'hui, par exemple, les membres importants du régime qui ont des avoirs, bien sûr, comme on l'a fait avec Poutine, bien sûr. Voilà, qui sont à l'étranger, c'est important. En ciblant en fait ces personnalités, de fait, vous les fragilisez. Ouais. C'est très important. Il faut rappeler, Emmanuel, j'allais t'appeler Reza. Excuse-moi. Il faut rappeler vraiment à quel point la société iranienne est une société très relevée. Il faut le dire, à quel point la société iranienne est une société éduquée, à quel point l'éducation en Iran est assez extraordinaire, à quel point ce peuple... Je regardais un documentaire il y a quelque temps où un ingénieur disait ma mère était illettrée, ma mère ne savait pas lire, mais elle récitait en permanence les quatrains d'Omar Khayyam. Alors,
on est au stade de la culture. Si vous voulez vraiment vous faire plaisir et si vous voulez vraiment comprendre l'esprit iranien, qui n'a rien à voir, je ne dis pas qu'il est supérieur ou inférieur, mais qu'il n'a rien à voir avec les printemps arabes, je vous conseille de lire Omar Khayyam. Omar Khayyam est un immense écrivain qui était mathématicien, qui a vécu en l'an 11000 en Iran. Et je vous lis juste un quatrain parce que je trouve que ça qualifie parfaitement l'état d'esprit aujourd'hui de cette révolution. L'arbre de la tristesse ne le plante pas dans ton cœur, relis chaque matin le livre de la joie et combat. Et moi je trouve que cet esprit d'Omar Khayyam qui est très présent, en réalité les Perses, les Iraniens aiment la littérature, aiment la poésie. Cet esprit-là, c'est ce qui qualifie cette révolution. C'est en ça que je la trouve exceptionnelle et que je suis persuadé que le régime va même craquer de l'intérieur, Emmanuel. Alors moi je suis de votre avis, François, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on perçoit bien que le régime de toute façon est voué à tomber. Combien de temps cela va-t-il durer? Sincèrement, je me garderai bien de le dire, ça peut durer un certain temps. Mais effectivement, ce que vous dites est également très important parce que l'Iran a continué malgré les islamistes à fabriquer des élites. Ouais, et il faut bien comprendre effectivement que dans ce pays quand même qui est très alphabétisé, où il y a de très grandes universités, alors tant sur le plan d'ailleurs littéraire que scientifique, Bien sûr. il y a aujourd'hui des gens capables de diriger l'après-Iran des Mollahs. Ça, c'est une réalité. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Emmanuel Passionnant. Razali. Et meilleurs vœux. Ouais, bien sûr. Et j'en Et profite meilleurs pour vœux à vous, embrasser également. l'une de mes meilleures amies qui est iranienne, qui s'appelle Mariam, que j'embrasse très fort et qui nous Voilà. écoute tous les moi, jours. On l'embrasse aussi. Voilà. Et moi, j'embrasse une de mes meilleures... Oui, Et vous moi, pouvez y j'embrasse aller. une de mes meilleures amies qui s'appelle Shador Javan, que j'adore, Voilà. qui a été la première à écrire quelque chose de remarquable, qui s'appelle Formidable. Bas les voiles. Et j'embrasse Shador Javan, iranienne d'Azerbaïdjan. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel Razali Merci, d'avoir été Emmanuel. avec nous et pour Merci cet à éclairage vous. hyper intéressant. Vous restez avec nous dans un instant, on va se détendre, on va jouer. Le retour de la mauvaise foi. Bah si, le retour de la mauvaise foi. Allez, à tout de suite pour le quiz.